Salut à tous, il est temps de mettre en lumière le plus grand génie du XXe siècle, en l'occurrence Nikola Tesla. Un génie oublié de son temps, bien évidemment, effacé des livres d'histoire. Il est temps aujourd'hui vraiment de mettre en lumière ses inventions et essayer d'en comprendre la quintessence et comment il était perçu à travers son existence au niveau sociétal. Au niveau aussi des États où il était. Alors, sur le site Science et Magie, nous avons sa biographie et son parcours. Évidemment, c'est très long et je vais en expliquer la quintessence. Bien entendu. Alors, Nikola Tesla, l'un des inventeurs les plus extraordinaires de tous les temps, est né dans la nuit du 9 au 10 juillet à Smiljan, 10 juillet 1856 à Smiljan, en Croatie. Dépendant alors de l'Empire austro-hongrois, il mourut pauvre, quasiment oublié, le 7 janvier 1943. Il s'est passé quand même beaucoup de choses entre ces deux dates. Et pour anecdote, il est né lors d'une nuit d'éclair, d'un orage. Vous voyez que c'est prédictif. Entre-temps, il fut l'un des chercheurs les plus attachants, les plus inspirés, l'un des esprits les plus féconds de toute l'humanité, et sans doute le plus fou, au sens noble du terme bien évidemment, auteur de près de 1000 brevets traitant de l'énergie électrique, de sa production et de sa conservation, récipiendaire de 14 doctorats des universités du monde entier et maîtrisant 12 langues. Cet homme éclaira le monde, s'éteignit après avoir connu tour à tour la gloire, la fortune, la jalousie, l'incompréhension, les moqueries, le discrédit. Sa vie de géant de la science fut celle d'un météore, d'une étoile filante, d'un astre éblouissant disparaissant dans un trou noir. Après avoir illuminé la Terre, éclairé les hommes, cet inventeur et prophète mourut à la lueur sinistre d'une guerre sans merci, avec le sentiment pathétique de voir son œuvre pillée, profanée et pour l'essentiel incomprise, bien entendu. Dans cette vidéo, humblement, on va essayer d'en comprendre la quintessence de son œuvre, même si c'est vraiment pas évident, c'est quand même complexe. Et malheureusement, le système sociétal que nous avons à cette époque-là, avec l'école, ne nous aide pas trop. On nous parle de Thomas Edison, notamment. Mais bon, c'est pas... on n'explique pas Nikola Tesla comme ça devrait l'être. Hein, c'est ce que je voulais dire. Alors, bien évidemment, avant de continuer, parce que voilà, il y a une biographie assez longue, ses parents, etc., sa vie adolescente, etc. Alors, Nikola Tesla possédait ce qu'on appelle la mémoire eidétique. Bien évidemment, il avait des visions, il n'avait pas besoin de feuilles pour écrire ses inventions. Voilà. Il avait une mémoire, il avait une vision à travers ses yeux, et à travers ça, il avait des images, il arrivait à reconstruire ses inventions à travers ces images. C'est quand même impressionnant, donc il n'avait pas besoin de feuilles pour écrire ses inventions, quoi que ce soit. Tout était déjà imaginé dans sa mémoire dite photographique. Sur psychanalyse.com, ce PDF extrêmement intéressant qui nous explique la mémoire eidétique. Mémoire photographique ou mémoire absolue est la faculté hypothétique, donc c'est pas forcément prouvé scientifiquement, ça veut dire est la faculté hypothétique donc de se souvenir d'une grande quantité d'images, de sons ou d'objets dans leur moindre détail. Elle donnerait à un individu la capacité de maintenir, durant une courte durée, une mémoire presque parfaite d'une mémoire présentée pendant environ 30 secondes, comme si l'image était toujours là. Comme pour toute autre mémoire, l'intensité du souvenir dépendrait de plusieurs facteurs, tels que la durée, la fréquence et de la fréquence de l'exposition au stimulus, l'observation consciente, la pertinence de la personne, etc. Cependant, son existence même est sujet à controverse. On a plein de personnages historiques, c'est vrai qu'on voit Nikola Tesla, je ne vois pas pourquoi il mentirait, avec d'autres
personne supposée douée d'une mémoire eidétique. Alors, André-Marie Ampère, justement, je vais y revenir rapidement. Napoléon, notamment. Gary Kasparov, le joueur d'échecs. Claude Monet, bien sûr. Mozart, compositeur. Camille Saint-Saëns, avec sa fameuse musique Danse macabre. Nikola Tesla, bien sûr. Et John von Neumann, on va y revenir aussi sur lui. Alors, Nikola Tesla, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur Nikola Tesla ensuite? À son arrivée à Paris, j'y suis ici, à son arrivée à Paris, c'est une biographie très intéressante, il vécut quelques jours dans le quartier du Haut-Roule. Si ça fait du Haut-Roule, bien sûr, où se trouve l'église russe, dont un des popes, un ami de son père, lui procure une petite chambre avant qu'il ne s'installe au faubourg Saint-Jacques. Il y fait justement la connaissance de Clément Ader, un inventeur original, enthousiaste et plein d'idées comme lui-même, de quelques années son aîné. Le quartier du Roule était alors un quartier populaire en pleine effervescence, avec son usine Egan, ses sources d'eau chaude que le baron Haussmann allait transformer de fond en comble. Alors, c'est très intéressant, hein, son expérience avec Clément Ader à Paris, bien évidemment. Alors, bien évidemment, c'est un inventeur génial, très inventif. Et pendant son expérience à Paris, qu'est-ce qu'on a? On a, ce qui est intéressant par rapport à son évolution et à sa progression logique, hein, avec tous ses doctorats et sa progression technique, la société Edison utilisa quelques mois Nikola Tesla à la réparation des centrales électriques qui tombaient souvent en panne, notamment celle de Strasbourg, ville occupée par l'Allemagne, où Tesla séjourna plusieurs semaines. Ce fut à Paris que Tesla acheva de mettre au point le premier moteur à induction utilisant le courant alternatif. Il en exposa le principe lors de conférences suivies par un public clairsemé et sceptique. Car à cette époque, début des années 1880, rares étaient encore les financiers ou les hommes politiques français qui s'intéressaient à sa technologie. Donc finalement, malheureusement, personne en Europe souhaitait financer son invention. Déçu par le manque d'intérêt de ses collègues, qui, bien sûr, à part Clément Ader, ne croyaient ni en ses théories, ni à ses conceptions, très en avance sur son temps, Tesla accepta en 1884 la proposition de son directeur, M. Batchelor, de se rendre aux États-Unis. Eh oui, bien entendu. Alors là, le fabuleux Monet de Saint-Lazare, sublime. L'impressionnisme dans toute sa splendeur. Alors là, bien évidemment, nous avons ici Thomas Edison, on parle beaucoup de lui. Lui, il était plutôt partisan du courant continu. Alors, il s'avère que le courant alternatif est beaucoup plus stable, bien entendu. Alors, très rapidement, quelle était la confrontation courant alternatif et courant continu. Courant alternatif de Nikola Tesla, bien évidemment, qui s'imposait. Aujourd'hui, voilà, il n'y a que du courant alternatif ici. Et d'ailleurs, tant mieux, même si on pouvait espérer mieux, bien entendu, par rapport à ce qu'est Nikola Tesla et tout ce qu'il a mis en place. Alors, Nikola Tesla et Thomas Edison, la confrontation sur réseau, basée sur le courant continu, dont l'Américain est un partisan convaincu, connaît de nombreux dysfonctionnements, nécessitant l'installation d'une centrale relais toutes les 2 km. Nikola Tesla suggère d'adopter le courant alternatif, qui, selon lui, résoudrait tous les problèmes. Mais entêté, Edison n'en veut pas et commence à se méfier des idées de Tesla qui subodore un concurrent. Nicolas travailla près d'1 an comme un fou de 10h30 du matin jusqu'à 5h du lendemain matin, prenant juste quelques heures pour se reposer. Donc il n'a pas besoin de beaucoup de sommeil apparemment. C'est ce qui fait qu'il a eu toutes ses inventions. Durant ces mois, il redessina 24
type de machine standard, toutes construites d'après le même modèle cher à Edison pour remplacer les anciennes. Edison lui avait promis 50 000 $. S'il parvenait à mener à bien ce travail, c'était certes une somme considérable pour l'époque, mais le jeune homme l'avait cru sur parole. Lorsque sa tâche accomplie, son patron lui apprend, donc Thomas Edison, que ce n'était qu'une plaisanterie. Et donc, il démissionna. D'autres Américains lui proposèrent de fonder alors à son nom une société de lampes à arc, évidemment. Donc, c'est la confrontation avec Thomas Edison, bien sûr. Nous verrons juste après ce qui s'est passé par la suite, puisque que ce soit Thomas Edison ou Nikola Tesla, ils ont besoin de financement. Donc, il y a d'autres personnes derrière tout ça. Et c'est ce que nous allons voir par la suite. Mais avant cela, je voudrais revenir sur la machine à induction, hein, pour savoir ce qu'est l'induction magnétique, pour en comprendre la quintessence. Alors, comme je le disais, c'est Michael Faraday qui a découvert l'induction magnétique. Et à travers cela, nous avons aussi les travaux de André-Marie Ampère et de James Clerk Maxwell. C'est vraiment très important puisque Nikola Tesla, avec ses bobines, il s'est basé sur les travaux de ces trois personnes pour progresser plus rapidement par rapport à sa créativité d'une grande intensité, bien entendu. Alors là, nous voyons Michael Faraday. Alors, c'est Histoire de science overblock, très intéressant, toujours long, bien sûr. Je vais en expliquer la quintessence. Alors, du moteur à la génératrice, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, il faut attendre 1831 pour que Faraday fasse l'observation de courant induit, qui amènera à la construction des premières génératrices. L'idée est simple. Si un courant électrique peut créer un aimant doit être capable de créer un courant. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ces considérations, dit-il, l'espoir d'obtenir de l'électricité à partir du magnétisme ordinaire m'ont stimulé à différents moments pour enquêter expérimentalement sur les effets inductifs des courants électriques. Je suis arrivé tardivement à des effets positifs. Et non seulement mes espoirs ont-ils été remplis, mais j'ai obtenu une clé qui m'a semblé ouvrir l'explication des phénomènes magnétiques d'Arago et aussi de découvrir un nouvel état qui aura probablement une grande influence dans certains des effets les plus importants des courants électriques. Et oui, très intéressant. Alors, pour caractériser l'induction magnétique, dans lignes et forces de champ, justement, nous avons les lignes qu'on appelle les lignes de Faraday. Très intéressant. Alors, ces lignes-là, ça c'est des lignes qu'on voit dans l'éther, dans l'espace. On ne voit rien là. Quand on met deux aimants, on a deux aimants et on sent qu'ils se rapprochent. Quand on les rapproche, on sent qu'ils se rapprochent. Mais c'est quelle force? C'est ce qu'on appelle la force magnétique. Et la force magnétique, la force qui rassemble les deux aimants, ces forces-là sont faites de lignes. Et ces lignes-là sont caractérisées par ces formes-là. Hein. Ces formes vibratoires, justement. Et oui, on les voit. On ne les voit pas dans l'espace, bien sûr. Mais là, c'est caractérisé par cette image-là, toujours en forme d'arc de cercle. Hein. Ça nous fait penser aux vibrations sonores. Hein. Vous voyez, hein. Par exemple, on met du sable, on met une vibration sonore, elle prend une certaine forme. Voilà. Tout ça, c'est la réalité de la création, tout simplement. Et ce sont les travaux de Faraday qui le démontrent. Alors qu'est-ce que ces lignes, Faraday les appellera lignes de force magnétique. De même, des lignes de force électrique existent autour des corps chargés d'électricité. Donc on est dans le monde de l'éther, on a deux charges magnétiques, et puis ils se rapprochent, et puis il y a du courant électrique. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ligne de force électrique entre deux charges opposées. Hein, on est bien d'accord. Faraday nous dit Maxwell. Voyez par les yeux de son esprit des lignes
traversant tout cet espace où les mathématiciens ne considéraient que des centres de force agissant à distance. Faraday voyait un milieu où il ne voyait rien que la distance. Faraday cherchait le siège des phénomènes dans des actions réelles se produisant dans ce milieu, tandis qu'il se contentait de l'avoir trouvé dans une puissance d'action à distance particulière au fluide électrique. Introduction au traité d'électricité et de magnétisme Maxwell, 1873. Alors, ces lignes de force, avec Maxwell, que nous usons aujourd'hui, lignes de champ, ont pour Faraday des propriétés physiques concrètes, observables. Par exemple, celle du champ électrique. De toute charge électrique positive, Faraday voit partir une ligne de champ qui rejoint nécessairement quelque part une charge électrique négative équivalente. Les propriétés de ces lignes de champ expliquent les actions et mouvements observés. Elles expliquent l'attraction. Ces lignes de champ sont élastiques et soumises à une tension longitudinale. Tendues comme un ressort, elles auront tendance à rapprocher les charges électriques de signes contraires placées à leurs extrémités. Elles expliquent la répulsion. Les lignes de champ issues d'une même charge et de même nature se repoussent latéralement. Tandis que celles signes contraires auront tendance à se rapprocher, si j'ose dire familièrement, s'emboîter, tout simplement. Elles s'écartent de la charge ponctuelle qui les produit, elles écartent également de l'un de l'autre des deux corps portant des charges identiques. Elles s'accordent aussi avec la loi mathématique d'action à distance. Les lignes de champ sont plus denses à proximité d'un corps chargé. C'est pourquoi le corps qui s'y trouve placé sera soumis à un nombre plus grand de lignes de force et donc plus fortement attiré ou repoussé. Alors la loi de Faraday, très rapidement, les 3 derniers paragraphes. La loi de Faraday. Les champs magnétiques sont eux-mêmes constitués de lignes de force reliant deux pôles opposés. Ah! Alors là, je m'arrête un petit peu, ça me fait penser à la planète Terre. Et en ce moment, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons un pôle qui est en train de bouger rapidement, mais pas le sud. On a un pôle sud qui est en mouvement, certes, mais par rapport au pôle nord, non. On a un pôle nord en mouvement et on a un pôle sud qui bouge moins. Donc, il y a aussi une vidéo à faire par rapport à ça, mais il faut quand même plus d'informations et aussi une compréhension de tous ces phénomènes. Mais là, pour le coup, ça fait vraiment penser à la planète Terre et à la situation de cette planète. Quand même, c'est fondamental de comprendre ça pour comprendre ce qui se passe au niveau magnétique pour cette planète. Ça, c'est très intéressant, mais leurs propriétés sont bien plus spectaculaires. Si elles sont coupées par un conducteur mobile, à l'image des tiges d'un champ de blé tranché par la lame d'un faux, une force électromotrice induite se crée dans le conducteur qui les coupe et provoque la circulation d'un courant dans celui-ci. Pour être plus précis, la quantité d'électricité qui traverse ce conducteur est proportionnelle au nombre de lignes de champ coupées. Très 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 intéressant cette loi de Faraday sur le site Histoire de Science, Overblog, très intéressant. Bien évidemment, je mettrai les liens. Tout simplement pour essayer de comprendre tout ça. Et moi aussi, je vais relire pour essayer de mieux comprendre, humblement, parce que je suis amateur scientifiquement, donc il faut toujours relire pour essayer de comprendre toutes ces informations et les relier entre elles, c'est pas évident. Alors pour le coup, là, on pourra mieux introduire ce que c'est que les bobines Tesla et ce qu'il a mis en place par rapport à l'induction magnétique mise en place par Faraday. Alors, qu'est-ce que nous avons sur le site Couleur Science? Comment fonctionne une bobine Tesla? Alors, chapitre tension et champ électrique, très important pour comprendre. Bobine Tesla, bien évidemment, ce sont des fils de cuivre enroulés sur une bobine, bien entendu, en récepteur d'un arc électrique. Une bobine Tesla est un appareil électrique qui est bien connu pour pouvoir produire des arcs électriques dans l'air. Ah! Comme je disais, dans l'air, dans le monde de l'éther, bien évidemment, voilà. Tout ça, l'air, c'est un courant électrique. L'air, un courant, je dirais, un isolant, lapsus révélateur. L'air est un isolant électrique. Et oui. Comme tout isolant, il possède une rigidité diélectrique, une tension limite au-delà de laquelle l'isolant devient conducteur.
Cette limite est aux alentours de 36 000 volts par centimètre pour l'air sec. Cela signifie que si l'on applique une différence de potentiel de 36 000 volts à deux électrodes, distancés de 1 cm, alors il formera un arc entre les électrodes et le courant qui passe à travers. C'est intéressant, deux électrodes distancées d'1 cm, avec une différence de potentiel de 36 000. Et on aura un arc de cercle électrique, comme on voit, avec les grosses bobines Tesla, mais là c'est à plusieurs millions, comme on va le voir par la suite. Réciproquement, si vous voyez un arc électrique de 1 cm dans l'air sec, vous savez que la différence de potentiel entre les deux extrémités de l'arc est d'environ de 36 000 volts, justement. Pour un arc de 2 cm, c'est le double. Ces tensions sont plus basses pour l'air humide, comme c'est généralement le cas, mais restent très élevées, environ 10 000 volts par centimètre d'air, pour l'air saturé d'un temps pluvieux. Alors, les grandes bobines Tesla, donc finalement, produisent des arcs de plusieurs mètres de long. On peut en déduire qu'elles produisent donc des potentiels d'environ 1 à 3 millions de volts. Alors, la personne qui fait l'expérience dit que ma bobine Tesla ne monte pas si haut en tension et ses arcs ne dépassent pas 1 cm. La tension produite est donc d'environ 20 à 30 000 volts, ce qui reste énorme si l'on considère qu'elle n'est alimentée que par deux simples piles. En réalité, la bobine Tesla est un transformateur électrique à double élévation de tension. Et oui. Alors, une première élévation de tension due au fonctionnement même d'un transformateur électrique et une seconde élévation de tension due à l'amplification par un effet de résonance électrique. Et c'est là la touche que Nikola Tesla a ajoutée au principe du transformateur et qui permet d'atteindre des très hautes tensions. Et oui. Alors maintenant, là, on voit plein de câbles électriques. Si on n'a pas les inventions de Nikola Tesla, même les lignes à haute tension au courant continu de Thomas Edison n'auront même pas fonctionné. Donc, ce que nous voyons aujourd'hui, il y a un mix de création de Tesla et d'une volonté politique, on va dire, d'une volonté géopolitique, de mettre en place un système électrique archaïque, bien entendu. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Très intéressant, justement. Là, c'est ce que nous voyons. Justement, c'est ce que j'en parlais. Sur l'excellent site alterinfo.net, un article vraiment majeur pour comprendre l'implication et l'impact de Nikola Tesla sur l'histoire du monde. C'est très, très, très important. Voilà, justement, là, nous voyons tout d'un coup le profit, avec Thomas Edison, même si c'est Morgan ici, mais bon, c'est la technique Edison, c'est Morgan ici, le financier JP Morgan, avec les câbles de haute tension, où chaque foyer doit payer une facture d'électricité, tout simplement pour le profit. Alors qu'ici, c'est une vision prophétique, altruiste, l'amour de la création, la passion de la création, en prenant l'énergie libre qui se trouve bien évidemment à la ionosphère, la partie supérieure de la planète Terre. Donc la planète Terre, elle tourne sur elle-même, et donc elle génère un courant, tout simplement. Et l'énergie libre est là, elle est au niveau de l'ionosphère, et donc c'était ses travaux qui ont été complètement arrêtés, puisque avec l'énergie libre, avec une bobine, avec une Thorwald-Tencliffe justement, comme l'air est isolant et conducteur, bien évidemment, ici on a un récepteur, comme nous, on a tous un récepteur Wi-Fi, etc. Alors que toutes les ondes électromagnétiques, les ondes Wi-Fi, etc., voilà, on a mis ça en place. Mais pas pour l'électricité. On n'a pas mis cela en place pour l'électricité, bien non pour le profit, mais c'est une catastrophe pour eux. Que ce soit pour les banquiers, etc., c'est une catastrophe si on ne fait pas payer l'électricité. On voit bien que c'est une arnaque. On voit bien que les centrales électriques, c'est une pure hérésie. C'est de la pure arnaque pour produire l'électricité, alors que l'électricité se trouve en libre accès au niveau de l'ionosphère sur cette planète. Parce qu'elle tourne 24 heures sur 24 sur elle-même, tourne en constance. Et voilà, justement, donc on a la tour Thorwald-Tencliffe ici, qui électrifie partout. Les maisons gratuites, on a notre bobine de réception, et puis on allume tout avec. Voilà. Pour les avions, c'est pareil, pour les bateaux, etc., les maisons, les lampes, tout ce que vous voulez, tout libre. Voilà. C'est ça l'énergie libre.
L'énergie libre, c'est on prend l'énergie de l'ionosphère et on la donne gratuitement à tout le monde, bien évidemment. Alors, bien sûr, quand on dit Dieu et amour, quand certaines personnes disent cela, ce terme-là, et bien évidemment, ça vient de là. Notamment, c'est fondamental ça. Hein, payer de l'électricité, c'est quand même une pure hérésie. C'est quand même assez incroyable. Alors, que nous dit cet article extrêmement intéressant, extrêmement riche. Alors, je ne vais pas tout lire, mais quasiment. Quasiment presque. Alors, qu'est-ce que ça nous dit par rapport à Tesla et son parcours sociétal? Vers 1900, le cadre de base fut mis en place pour ce qui est de l'architecture industrielle qui régit toujours bien des aspects de notre civilisation globale. Donc Nikola Tesla, l'immigrant serbe qui s'installa à New York, du nom de Nikola Tesla, était de loin le plus brillant des inventeurs qui émergeait à une époque où il était possible de concevoir et d'appliquer de nouvelles technologies complexes aux frontières s'étendant rapidement de la science. Tesla travaillait avec George Westinghouse, justement les marques d'ascenseurs notamment, sur le courant alternatif. Leur réalisation le long de ces lignes de recherche dépassèrent de loin celles de Thomas Edison et de son entreprise de General Electric. Of direct concurrent, le direct concurrent de courant continu, après avoir emporté le contrat de l'illumination électrique de la World Columbian Exposition de Chicago en 1893, le système de courant alternatif de Tesla fut rapidement adopté comme le standard des utilités électriques, d'abord aux États-Unis, puis à travers le monde, bien évidemment. C'est quasiment le seul combat qu'il a gagné, comme je disais tout à l'heure. Voilà. Alors qu'il voulait mettre en place l'énergie libre. Et dès qu'on veut mettre en place l'énergie libre, de manière altruiste, eh bien ça ne passe plus. Puisque ça met en difficulté justement l'aimant à pétrole John D. Rockefeller. Réagit à la popularité croissante de l'illumination électrique qui coupait l'herbe sous le pied de la technologie de la lampe à kérosène, en soutenant l'entreprise automobile Henry Ford, le Fordisme, le travail à la chaîne, l'esclavage moderne. L'entreprise Ford basée à Détroit aiderait dès lors à fortifier le concept du moteur à combustion, ingurgitant du pétrole comme le moyen principal de transport et de locomotion. Rockefeller soutint Ford parce qu'il avait peur que Tesla fût en mesure de limiter l'ampleur de l'industrie du pétrole en créant et en aidant à la construction de véhicules électriques bien meilleurs marché et moins chers à faire fonctionner. C'est quand même incroyable. Rockefeller soutient Ford pour quelque chose de plus cher à faire fonctionner et plus polluant en plus. C'est une catastrophe. Là, c'est moins cher à faire fonctionner et pour le coup, il n'y a pas de profit. Mais c'est pour le bien de l'humanité et pour le bien de la nature. Là, on voit bien ce qui se passe, soit en Irak, au Venezuela aussi, pour le pétrole. Tout simplement alors que voilà, il y a eu un grand homme qui a été mis au banc des oublis. Et moi, j'essaye humblement d'apporter cette lumière parce que c'est quand même inacceptable. Alors, pour terminer cet article très intéressant, je vais lire les 5 derniers paragraphes pour comprendre vraiment avec Morgan, Rockefeller, ce qui s'est passé et ensuite comment on a utilisé ces créations, notamment ARP. Bon, je vais y revenir. Alors, pendant un certain temps, bon nombre de financiers les plus importants entrèrent en compétition les uns avec les autres pour investir dans les projets de Tesla. Puis éventuellement, le plus proéminent banquier de sa génération, JP Morgan, devient le soutien financier exclusif de Tesla pendant la période où il expérimentait le plus utilisant la Terre elle-même, plutôt que des fils pour conduire le courant. D'abord à Colorado Springs, puis avec son installation de Wharton Cliff sur l'île de Long Island de New York. Donc Tesla est malin, Morgan l'a financé, mais il n'a rien dit pour l'instant sur l'énergie libre, etc. Parce qu'il savait sa réponse. Tesla travaillait sur différentes façons de tirer de l'électricité de l'ionosphère, la couche la plus extérieure de l'atmosphère terrestre, justement. Alors, nous allons revenir sur l'article.
Justement, il combina son travail d'utilisation des systèmes naturels d'interaction électrique entre des moyens sans fil pour communiquer des textes, des photos et du son. Il est dit que Morgan se retourna contre Tesla lorsqu'il réalisa pleinement les implications technologiques révolutionnaires de son travail. Le financier qui était un fil conducteur entre la famille Rothschild d'Europe et les intérêts financiers américains, et voilà, se plaignit de manière fameuse que les innovations technologiques de Tesla étaient ennuyeuses parce qu'il n'était plus clair du tout de savoir comment on pourrait alors imposer les compteurs pour acheter et vendre de l'énergie. Voilà, c'est ennuyeux. C'est ennuyeux parce qu'il n'y a pas de profit pour JP Morgan, les Rockefeller et les Rothschild, tout simplement. Et on met les lignes à haute tension et on nous fait payer ça alors qu'on ne doit pas payer ça. C'est incroyable. Je sais qu'en plus en ce moment c'est l'hiver et la facture elle fait mal. Moi je vous le dis, c'est inacceptable. C'est incroyable. Et puis il y a des gens qui souffrent de ça aussi. Morgan pouvait bien voir que la motivation première de Tesla n'était pas du tout l'argent, mais d'émanciper l'humanité avec de nouvelles formes de technologie qui libéreraient les gens de l'obscurité, décorvées de formes variées d'oppression du haut vers le bas. Ni Morgan, ni bien sûr la classe qui le représente ne partageaient le but de Tesla de conduire des recherches et un développement pour rendre la vie plus facile aux gens avec de meilleures façons de faire fonctionner le système en accord, plutôt que contre les schémas prévalents de la nature. Incluant ce qui est le mieux pour l'humanité. Tesla fut victime de dépression nerveuse. Après 1904, lorsque Morgan le trahit, la célèbre tour de Tesla et son laboratoire de Wardenclyffe furent subséquemment détruits, alors même que Morgan plaçait beaucoup d'obstacles sur le chemin de l'inventeur pour obtenir d'autres supports financiers. Les 4 décennies qui suivirent dans la vie de Tesla demeurent enveloppées de mystères, c'est-à-dire de 1940 à 1943, à sa mort au New Yorker, l'hôtel New Yorker à New York. On va essayer de savoir ce qui s'est passé ces 40 dernières années de sa vie, avec ces 2 inventions majeures notamment. Il y a autre chose, mais bon, on va s'en rester là. Alors, certains pensent que Tesla récupéra totalement et qu'il retourna à son travail en secret avec de nouveaux soutiens financiers non divulgués. D'autres croient que ces inventions secrètes incluent des engins de téléportation et de communication avec d'autres formes de vie dans l'univers. Des esprits, des êtres exobiologiques supérieurs. Tout est possible. Parce que là, on commence à rentrer dans du top secret. C'est pas les médias mainstream qui vont dire quoi que ce soit, ni à l'école. Bien entendu. Quoi qu'il transpira, le FBI intervint pour saisir tous ces documents et prototypes après sa mort dans la misère, malheureusement en 1943. Mais donc la FBI a pris tous ses travaux. Et là on n'a rien. Alors finalement, quand ils reprennent ces travaux, qu'est-ce qu'on peut penser? Il y a de bonnes raisons de croire que jusqu'à aujourd'hui, les Américains continuent d'exploiter, justement le FBI prend ses travaux, continue d'exploiter les inventions et les théories de Tesla de façon qui viole directement la philosophie de la personne que fut peut-être l'inventeur le plus talentueux, le plus inspiré que l'humanité ait jamais connu. Eh oui. Et des natures complètement sa volonté pour l'humanité. Une des meilleurs exemples est l'abomination militaire qu'est le HAARP, High Frequency Active Auroral Research Programme, basé en Alaska. Plutôt que de suivre le principe de Tesla pour dériver l'énergie électrique de l'ionosphère pour la donner à l'humanité, une énergie libre et inépuisable, HAARP est devenu un véhicule pour faire avancer le but de ce que l'armée américaine a appelé The Full Spectrum Dominance. Au lieu de ça, les États-Unis ont pris ces créations pour la domination, pour l'hégémonie totale. Parmi ces systèmes d'armement électromagnétiques développés par les techniciens du HAARP se situent très probablement des outils pour assister dans la transformation climatique et météorologique et la création de tremblements de terre ciblés. De telles interventions hostiles dans le flux harmonieux de la nature et contre tout ce que Tesla représentait, bien sûr, c'est évident. A posteriori,
Il est clair que l'humanité fut forcée de prendre un bien mauvais virage au début du XXe siècle, lorsqu'il fallut établir les bases des systèmes de jeunesse de transformation et d'utilisation de l'énergie. Et oui, c'est quand même catastrophique et dommageable. Hein. Tandis que ces premières innovations furent adoptées sur la base du courant alternatif pour une électrification mondiale, les théories les plus avancées de Tesla furent rejetées afin de libérer la voie pour plus de développement de moyens plus primitifs mais plus profitables financièrement pour faire fonctionner les moteurs du commerce. C'est ce que je disais, câbles à ligne à haute tension, et les centrales électriques, c'est incroyable. Et pour terminer les 2 derniers paragraphes, les conséquences de notre mauvais virage se révèlent, les années 1900, se révèlent dans les obscénités grotesques de la dérivation de l'énergie d'activités écologiquement désastreuses comme la fracturation hydraulique et l'exploitation des sables bitumeux d'Alberta au Canada. Encore plus évident est la véritable insanité du business de l'énergie dans sa forme courante d'holocauste radioactif au ralenti qui est disséminé aux 4 coins de la Terre par Fukushima. On a eu aussi la catastrophe aussi de Tchernobyl. Ce désastre est toujours dans sa phase enfantine. Enfantine, c'est un terme très important. En plus, au niveau de l'Amazonie, on a Bolsonaro qui dit plus de production et plus de destruction. C'est une lourde catastrophe. Attitude très trumpienne, si j'ose dire. Beaucoup dépend de la façon dont nous revisitons ce mauvais tournant de l'humanité. Fut forcé de prendre, il est toujours à notre pouvoir de retourner à la vision de Nikola Tesla pour une politique économique mondiale de paix, d'harmonie et d'égalité. Nous pouvons toujours nous détourner de la vision de l'énergie pour le profit historiquement promu par les Morgan, Rockefeller, Edison et le fort professeur Dr Anthony Hall. Article majeur, extrêmement important d'Alter Info du Dr Anthony Hall, vraiment qui nous explique comment Nikola Tesla existait dans la société. Alors je reviens sur le site Science et Magie pour terminer justement. Et juste après, nous aurons les 2 inventions de Nikola Tesla, les 2 inventions majeures de Nikola Tesla, l'usine de Niagara, quelques photos, inventeur visionnaire. Alors on voit Nikola Tesla en pleine gloire, magicien d'électricité, Fiat Lux. On a quelques inventions ici, le navire téléguidé, la jamais contente, la voiture jamais contente, projet de machine volante électrique, et c'est navigation aérienne. Et puis nous sommes ici avec les sources sanscrites de Nikola Tesla. Tesla a utilisé dans ses descriptions de phénomènes naturels la terminologie sanscrite ancienne dont il maîtrisait la langue. Très 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 important. Dès 1891, l'ingénieur avait décrit l'univers comme un système cinétique rempli d'énergie auquel l'homme pourrait se brancher à n'importe quel endroit et à tout moment. C'est très important ça. Au cours des années suivantes, ces concepts ont été fortement influencés par les enseignements de Swami Vivekananda, qu'il rencontra longuement en 1880, avec qui il eut plusieurs entretiens. Swami Vivekananda était l'un des premiers maîtres orientaux à apporter à l'Occident l'enseignement du yoga et de la religion védique. Très 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 important cette rencontre. Alors là nous avons l'énergie libre, avec la fameuse tour Wardenclyffe, la tour inachevée. Et puis là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons cette photo extrêmement importante. En 1895, Tesla justement était une superstar. En 1917, il était virtuellement privé de moyens. Et dans un laboratoire performant, il dut se contenter de petites expériences contenues dans un isolement quasi total. Lors de sa traditionnelle conférence annuelle donnée à l'occasion de son anniversaire, Tesla apparaissait à chaque fois, silhouette fragile, flottant dans un élégant par-dessus, ouvert devant 14, devant un parterre de journalistes de plus en plus clairsemés. Parlant en aisance, maîtrisant parfaitement l'art de convaincre son auditoire, il annonçait des découvertes surprenantes et l'état d'avancement de ses recherches avant même qu'il ne les ait entreprises. En 1921, lors d'une rencontre entre Einstein, Tesla et Steinmetz, certains organes de presse effacèrent carrément Nikola Tesla de la photo. Vous voyez ?
Ici, nous avons Albert Einstein, Nikola Tesla et Steinmetz. Et là, elle a disparu de l'histoire. Voilà. Et on a Albert Einstein, numéro 1 du XXe siècle. Alors, bien évidemment, que si Nikola Tesla, numéro 1 du XXe siècle, l'énergie libre, on l'a pas. On n'a rien du tout. L'altruisme, la volonté d'émancipation de l'humanité, il n'y a rien ici. Voilà. Alors, on va bien Nikola Tesla. Et ce qui est intéressant, on va y revenir sur une de ces deux projets majeurs qu'on retrouve justement en 1921. On dit qu'en 1917, il n'était plus rien. Même en 1904, quand Morgan l'a trahi. Et là, on se retrouve en 1917. Donc, il a déjà enclenché un projet et nous allons voir cela. Je serai avec Einstein et Steinmetz. Einstein en tant que conseiller, Steinmetz aussi. Je vous passerai le lien, bien évidemment. Alors, pour terminer, ces deux inventions majeures, les plus connues, les plus mythiques, les plus mystérieuses aussi. Le rayon de la mort de Nikola Tesla, et oui, l'arme surpuissante qui devait mettre fin à toute la guerre. En tout cas, c'est ce qu'il souhaitait. Là, bien évidemment, nous avons son laboratoire à Colorado Springs, avec justement, nous avons l'air, les terres, bobine Tesla. On a le cuivre pour récupérer l'énergie. Puis là, bien évidemment, c'est des millions de volts, puisqu'on a plusieurs mètres d'écart, donc 1 cm, 36 000. Là, on multiplie, on est à plusieurs mètres, donc là, on est à des millions de volts. Et donc voilà, on a des arcs électriques dans l'air. C'est quand même impressionnant, lui, il est là à côté. Les gens qui voient ça disent, oh, ça m'en fout tout, non, c'est une compréhension de la création, tout simplement. Alors, très rapidement, le plus grand rêve de Tesla reste de projeter un faisceau électrique d'une puissance illimitée directement dans l'air. Au cours de sa vie, il réussit à mettre au point un certain nombre d'appareils capables de transmettre de l'énergie électrique sans fil. Mais le manque de financement auquel il fait face limite grandement ses recherches. Pourtant, Tesla prétend en 1934 que ses travaux en réalité lui ont permis de créer une nouvelle invention incroyable en 1934. Une arme à énergie dirigée utilisant un accélérateur de particules capable de tuer et de détruire à de très kilomètres de distance. À des kilomètres de distance. Impressionnant. Tesla nomme son invention révolutionnaire la téléforce. Alors que beaucoup la connaissent désormais sous le nom de rayon mortel Tesla. L'inventeur ne souhaite pas employer le terme de rayon pour la décrire, car ces derniers n'émettent pas de rayons d'énergie qui finissent par se dissiper dans l'air. Selon nos scientifiques, son invention concentre l'énergie longue d'un tube étroit, ce qui la rend assez puissante pour abattre des avions et tuer instantanément des êtres humains. Un rayon assez puissant pour abattre des avions et vaporiser instantanément des bataillons de soldats. Comme il le prétend, le canalisateur de l'arme peut envoyer des faisceaux concentrer des particules dans l'air libre. Et cette puissante énergie peut faire tomber une flotte de 10 000 avions ennemis à une distance de 200 000 de la frontière d'un pays qui se défend en le faisant s'écraser sur leur piste. Le rêve secret de Tesla est de bâtir une clôture énergétique nationale qui détruira quiconque tentera de la traverser. Intéressant, surtout à cette époque. C'est grâce à cette arme de dissuasion hors du commun, le scientifique espère mettre un terme au conflit armé en protégeant les frontières des pays prêts à l'acquérir. C'est quand même assez étrange de mettre au poids tout ça et aucun État ne s'en est doté. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en coulisses, sans parler d'autres êtres d'exobiologiques, mais au moins au niveau des systèmes des États, au niveau mondial, c'est quand même très 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 intéressant. Je parlais de Babylone, l'une de mes anciennes vidéos, donc c'est toujours intéressant de repartir sur cette vidéo, de comprendre. Et justement, les noms que j'ai cités tout à l'heure, comprendre un peu qui tire les ficelles de ce monde. Et pourquoi ces choses-là ne sont pas mises en place pour ne pas faire de guerre entre les hommes, bien sûr. Là, dans cette séquence historique, malheureusement, on court la catastrophe. Avec une crise économique qui se profile très très grave. Alors bien évidemment, son manche la plus mystérieuse, c'est bien évidemment le projet dont il faisait partie, le fameux Philadelphia Experiment. Eh oui, on a eu 2 films dessus, il me semble, sur le projet, qui est initialement nommé Projet Montauk. Alors que nous dit la pensée libre, mon site.com. Là encore une fois aussi un site très long, très documenté, très intéressant. Il y a beaucoup de choses intéressantes, vraiment. Le lire en entier, c'est
prendre vraiment toute cette séquence de dossiers secrets, etc., des années 40. Voilà. Donc moi, je vais en lire très rapidement la quintessence pour terminer. Alors, évidemment, ce dossier est extrêmement complexe à résumer, tant les acteurs, les événements mentionnés, la technologie abordée et leur chronologie historique dépassent notre perception immédiate. Mais en dehors de l'histoire officielle, l'être humain est allé bien au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Et oui. Les faits sont exposés de manière brute et essentielle. Aujourd'hui, l'être humain est mieux préparé à recevoir certaines vérités, toujours classées. Eh oui, toujours classées secret défense aux USA. L'histoire suivante nous entraîne dans les années 30 aux années 80. Tout ce qui va être exposé, l'une des réalités qui trouve des résonances par des images vues aux quatre coins du monde. Dès lors que s'éveille une nouvelle réalité s'ouvre à l'esprit. Alors là, nous avons les hommes qui étaient dans ce projet Montauk avec évidemment Nikola Tesla, qui est la base. Albert Einstein un peu plus jeune en tant que conseiller. Von Neumann, Franklin Roosevelt, Roswell Brown, Roswell Brown et Reich. Hutchinson aussi. Alors, qui nous dit le projet Rainbow? Tout a commencé à Chicago dans les années 30 avec la participation de 3 personnes qui voulaient étudier le concept de l'invisibilité optique. L'invisibilité optique, bien évidemment, si vous voyez la définition, c'est une technique pour plier la matière. J'irai pas plus loin. Parce que là, on ne termine pas, bien sûr. Le docteur John Hutchinson, le doyen de l'université de Chicago, le docteur Hurtonor, professeur de physique autrichien, et notre ingénieur Nikola Tesla, qui a à son actif plus de 300 brevets, et l'inventeur des alternateurs, du courant alternatif, des télécommunications, bien évidemment. Sans lui, il n'y a pas de radio, il n'y a rien du tout. C'est incroyable tout ce qu'il a mis en place. Alors, plus centré sur Nikola Tesla, à cette période, Nikola Tesla, justement, génie de son temps. Ah, c'est intéressant, en 1904, il n'est plus dans l'histoire mainstream, Morgan le trahit, et puis tout d'un coup, là, il commence à rentrer dans un projet secret, de type secret, on n'en parle pas. Donc, on sait quand même à peu près ce qu'il a fait ces 40 dernières années de sa vie, avec ce projet-là notamment. Alors, il devient ami avec le futur président. En plus, il devient ami avec le futur président Franklin Roosevelt en 1917. Quand on a un génie comme ça, bien évidemment qu'on ne va pas vous mettre de côté. Alors, on va essayer de comprendre, vous utiliser pour des projets. Et on va voir ce qui va se passer par la suite. Alors qu'il n'est encore que secrétaire de la mairie sur son invitation, Nikola Tesla accepte à prendre part au projet de recherche sur l'invisibilité optique des bateaux de guerre. En 1936, la petite équipe décide de mettre le projet à exécution, mais elle n'y parvient que partiellement. C'est en 1940 qu'elle pense être prête à faire un essai complet depuis le Brooklyn Navy Yard. Il y a 2 navires d'appoint reliés au navire principal par des câbles, l'un procurant la puissance, l'autre la force motrice pour les bobines. Le projet est considéré être un grand succès. La marine décidera de le financer entièrement, puis le classera. Et top secret. En 1980, Thomas Townsend Brand, expert en électromagnétisme, rejoint son tour ce projet. Il a pour tâche de résoudre le problème des mines magnétiques allemandes. Ces efforts, ça bien sûr, on est en pleine guerre mondiale et bien évidemment, Tesla, les projets secrets aussi, et aussi le film qu'on a vu, aussi avec la personne qui a permis de décrypter aussi les transmissions radio, mais de toute façon, tout ça c'est les créations de Nikola Tesla. Bien sûr, sur ces efforts, le MEN a créé un projet parallèle consacré à la destruction des mines par l'utilisation des câbles de démagnétisation à distance. Ah, intéressant. En 1942, Tesla se voit confier un navire avec un équipage au complet pour mener le grand essai. Mais il est persuadé qu'il aura toutes sortes de difficultés en mêlant des humains à l'expérience de l'invisibilité optique. Et puis la matière, voilà, on est fait d'énergie, mais voilà, il y a quand même de la matière en nous, quoi. En tout cas, il y aura des interactions étranges. Même si nous sommes faits d'énergie, bien sûr, de vibrations, mais on voit bien qu'il y a un compte-rendu de matière par rapport à notre énergie, à notre réalité. Et bien évidemment qu'il y aura des interactions. Quand vous pliez la matière, évidemment,
on sera quand même un peu en difficulté. Il est très réticent car la vie humaine est en jeu. Il dit qu'il est en relation avec des esprits qui appréhendent les conséquences d'une telle expérience, bien évidemment. Il est connecté avec des esprits, des êtres zoologiques supérieurs de bienfaisance pour l'humanité, de bas en bas. Alors qu'il y a des êtres, si vous lisez jusqu'au bout l'article, vous voyez qu'il y a des êtres pas sympathiques, en tout cas par rapport à nous, par rapport à notre espèce. Et donc lui, qu'est-ce qu'il tente en 1942? De s'aborder le projet dans l'espoir d'y mettre fin en le démagnétisant. Mais sa tentative échouera. Il démissionnera en mars 1942. Donc lui, il démissionne. Il est tellement intelligent qu'il fait ce qu'il veut. Il démissionne de chez Edison, il démissionne du projet secret. Il fait ce qu'il veut. Il sera complètement occulté et sera le grand oublié de l'histoire. Il décédera totalement isolé dans sa chambre d'hôtel du New Yorker. Donc là, pour le coup, on a Morgan qui le trahit, mais l'État américain le reprend pour des projets secrets. Et une fois qu'il veut s'aborder le projet top secret de l'État américain, sa vie est finie, tout simplement. Le projet est donc confié par la suite à von Neumann, qui exige un navire spécial qui est redessiné de fond en comble pour parfaire à ses besoins techniques. Alors pour terminer ce projet, en octobre 1942, la marine lui donne le croiseur USS Eldridge avec un équipage constitué de 33 marins volontaires et nouvellement gradés. Le 22 juillet 1943, il mène ses essais, mais c'est un véritable fiasco. L'équipage ressort complètement désorienté. Je suis passé vite, mais 33 marins, le chiffre 33, bien évidemment, je crois qu'on a tous compris pourquoi le chiffre 33 est là. La marine demandera à von Neumann d'abandonner la visibilité optique et de modifier l'équipage de navire afin de le rendre invisible par les radars. Donc, voilà, il y a peut-être des êtres, voilà, la visibilité, en tout cas, ça pouvait causer de graves dommages et donc ça a été retiré de cette séquence. Voilà. Juste maintenant, le projet de le rendre invisible par les radars, voilà, c'est quand même, c'est moindre et plus honnête, quoi. C'est moins dangereux, on va dire. Justement, avec cela, nous allons avoir le projet de Philadelphie. En 1943, le projet d'invisibilité par les radars est de nouveau relancé sur le même croiseur avec son équipage situé à Philadelphie. Durant la première minute, tout va bien et les contours du bateau dans l'eau sont visibles. Soudain apparaît un immense flash et le navire disparaît totalement pendant environ 3 heures. Toutes les communications radio sont interrompues pendant ce temps-là. Le croiseur est vu à la base de Norfolk en Virginie à plus de 640 km. De nouveau, il disparaîtra et redeviendra visible à Brotherly Love, dans le port de Philadelphie, là où a eu lieu l'expérience. C'est quand même assez intéressant. Alors pour terminer cette vidéo, pour finir l'expérience de Philadelphie, c'est une véritable catastrophe. L'un des mailles cassées, les membres de l'équipage ont fusionné avec le pont en acier. Donc ils ont fait une sorte de rendre le bateau invisible, en même temps la visibilité optique. Ils ont fait, en tout cas il y a eu un échec. Certains apparaissent et disparaissent comme lors d'un fondu d'image. D'autres se sont complètement volatilisés quand ils ne sont pas devenus complètement fous. Au cours de l'expérience, deux marins pris de panique, Al Bielek et Duncan Cameron, ils sont deux, sautent par-dessus bord. Ils ne se sont pas retrouvés dans l'eau, mais sur le sol à la base militaire de Montauk, à Long Island, 40 ans plus tard, en 1983. Donc ils ont fait un bond dans le temps. Tout simplement, ils se sont retrouvés dans une dimension. En 1943, un essai est réalisé cette fois-ci sans équipage, et est mené à Blanc avec le même croiseur, relié avec 300 mètres de câble à un autre navire, et de nouveau il disparaît puis réapparaît. Une vingtaine de minutes plus tard, lors de sa réapparition, deux cabines de transmission et un générateur n'y sont plus. Voilà. Sans être humain, c'est quand même mieux. Cette expérience amènera la marine à abandonner le projet, puis dépouillera de fond en comble le croiseur qui regagnera la flotte de guerre. Pour finir, il sera confié à la Grèce. Donc, ensuite, on a le projet Phoenix, etc. etc. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi.
Je vous remercie pour vos commentaires très intéressants et très importants. Cette vidéo est un reboot. Elle a été faite le 7 janvier, j'allais dire, lapsus révélateur là encore, en 2019. Mais la première vidéo, voilà, il y avait une musique trop envahissante qui ne permettait pas de faire ressortir le contenu oral. Cette erreur est corrigée, bien évidemment. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à apporter des informations complémentaires, à mettre vos idées. C'est toujours intéressant et important. Je vous remercie pour vos abonnements. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. Ça risque d'être, cette semaine, ça risque d'être assez chargé. Ce sera assez prolifique au niveau des vidéos. Donc, n'hésitez pas à passer sur YouTube pour voir mes vidéos cette semaine. Merci vraiment à vous de m'avoir suivi jusqu'au bout. Merci à vous. Et je vous dis à la prochaine.